Nous poursuivons l'après-midi avec l'équipe vaillante de la Starax. Je veux citer le docteur Henri Bonfait, que vous connaissez maintenant, le directeur médical de la structure d'appui à la qualité et sécurité des prises en charge, et Madame Isabelle Jaffrenou, bienvenue, chef de projet à la Starax. Alors vous allez nous parler d'un sujet très important puisque vous allez nous évoquer les points de vigilance de la démarche et en particulier évoquer les critères impératifs et la gestion des fiches anomalies et les critères avancés. Je vous donne la parole. Merci Sandrine. Donc l'exercice est un petit peu ardu après la richesse des témoignages qui viennent d'être apportés par les intervenants précédents. Donc avec Henri, on a un sujet un peu plus pratico-pratique. Depuis le début de la journée, vous entendez tous parler de critères impératifs, de fiches anomalies, de critères avancés. Donc ce qu'on a souhaité, c'est de manière pratico-pratique vous proposer de prendre quelques minutes, je vous promets qu'on ne sera pas trop long, pour plonger au cœur de ces sujets. Donc, je vais commencer par vous présenter les critères impératifs et les fiches anomalies, et je passerai ensuite la parole au docteur Henri Bonfait pour vous parler des critères avancés. Alors, rassurez-vous, on va pas tout reprendre depuis le début, mais quand on parle de critères, il paraît quand même essentiel de revenir à la structure du référentiel. Donc, je ne vais pas vous refaire l'histoire depuis le départ. Les 3 chapitres, le patient, les équipes de soins, l'établissement, 15 objectifs et puis 131 critères. 76 critères, des critères qui sont génériques, qui s'appliquent à tous les établissements, et puis des critères qui sont spécifiques, qui vont s'appliquer à certains établissements en fonction de leur activité. Si je fais de la santé mentale, je vais avoir des critères qui s'appliquent plus spécifiquement à mon activité, si je fais de la chirurgie, et puis d'autres qui vont s'appliquer en fonction du type de population que j'accueille. Vous avez dit tout au début de cette journée, Anne Chevrier le présentait en disant que le nouveau référentiel s'adaptait aux spécificités de chaque établissement, d'où les critères génériques et les critères spécifiques. Une fois qu'on a dit ça, voilà, ils se répartissent en 3 catégories. Et on va focaliser sur 2 d'entre elles. La première, qui représente le plus grand nombre de critères, sont les critères standards. On vous a dit, ce sont les attendus, les basiques de la certification. Ils sont basiques, mais pour autant, ils sont nombreux. Et puis, des critères qui nécessitent une attention toute particulière. Qui sont les critères impératifs. Et vous avez compris que les critères impératifs étaient des critères qui étaient particulièrement à risque parce que les critères impératifs sont les sujets, les éléments sur lesquels de situations que la HS ne souhaite plus voir. Et puis enfin, le 3e type de critères sont les critères avancés qui sont les exigences de demain. Ils ne sont pas exigibles aujourd'hui, mais ce sont potentiellement les exigences de demain. Voilà pour le cadre général. Quand on parle de critères impératifs, de quoi parle-t-on? Quand on dit que ce sont des situations que l'on ne souhaite plus voir, de quoi parle-t-on? Quels sont les sujets? On va les lister rapidement, je vous le promets. Sur le chapitre 1, le patient, finalement, on souhaite les sujets, les thématiques tournent autour des sujets suivants. Le consentement libre et éclairé du patient sur son projet de soins. Le respect de l'intimité et de la dignité des patients, la prise en charge, l'anticipation et le soulagement de la douleur, et puis, ça s'applique pour tous les établissements, et puis si j'accueille des enfants ou des adolescents, le fait de fournir à cette population particulière un environnement adapté. Des sujets que l'on maîtrise et qu'on connaît depuis de nombreuses années dans les établissements, c'est pas des sujets nouveaux. Hein. Sur le chapitre 2, les équipes de soins, quels sont les critères qui vont concerner tous les établissements, les sujets? L'utilisation, la maîtrise de l'utilisation des médicaments à risque. Là encore, c'est pas un sujet nouveau, on y est très habitué depuis l'année 2014. La mise en place d'actions d'amélioration fondées sur l'analyse collective des événements indésirables associés aux soins. Et puis enfin, à compter de janvier 2022, la maîtrise du risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standards ou complémentaires. Et puis pour les établissements qui font de la psychiatrie, la pertinence des mesures restrictives de liberté, argumentées et réévaluées, et puis l'examen somatique pour tout patient hospitalisé. Si je fais de la chirurgie, l'utilisation efficace de la checklist, et puis les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liées aux actes invasifs. Enfin, si j'ai un secteur de maternité, la maîtrise des risques liés à l'hémorragie du postpartum.
Sur le chapitre 3, là, ça concerne tous les critères impératifs, concerne tous les établissements, puisqu'on est sur des critères qui touchent autour du management et de la gouvernance, sujet de notre table ronde précédente. La lutte contre la maltraitance ordinaire, le management fondé sur la qualité et la sécurité des soins, la gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles, la prise en charge des urgences vitales à compter de janvier 2022 et enfin les indicateurs qualité-sécurité des soins qui sont communiqués, utilisés à l'échelle de l'établissement. Voilà, quand on parle de critères impératifs, des sujets qui nous préoccupent. Une fois qu'on a parlé des critères impératifs, le deuxième point, c'était de dire une fiche anomalie. Donc on va essayer de comprendre comment on passe d'un critère impératif et qu'est-ce qui entraîne la création d'une fiche anomalie. Pour chaque critère, vous l'avez bien compris, on a des éléments d'évaluation dans une grille. On vous a présenté à plusieurs reprises, et Simone Néron l'a particulièrement présenté, les différentes méthodes d'évaluation. Pour chaque élément d'évaluation, on coche oui, non, non adapté. La règle est la suivante. Lorsque tous les éléments d'évaluation d'un critère impératif d'une grille obtiennent une réponse non, ça génère automatiquement une fiche anomalie dans Calista. Si je l'illustre par un exemple, pour que vous compreniez bien la mécanique, ça nous semble essentiel, et je dois dire qu'avec Henri, il nous a fallu quelques temps, je ne dirais pas un petit moment, mais ce n'était pas limpide tout de suite. C'est en prenant des exemples qu'on a bien compris la mécanique. Donc je les partage avec vous. Prenons le critère 1.2-01 qui dit « Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité ». On a deux éléments d'évaluation qui sont issus de l'entretien avec le patient. On interroge le patient pour dire est-ce que vos conditions d'accueil, selon vous, et vos conditions de prise en charge ont respecté votre intimité et votre dignité. Et puis, est-ce que les professionnels respectent votre dignité et votre intimité. Et puis, on a deux éléments qui sont liés, qui vont être faits avec les observations qui concernent les équipements et les locaux, et puis les pratiques. Si dans mon premier patient traceur, à la premier élément d'évaluation, le patient répond oui, et qu'après il répond non, et que les observations répondent non, je n'aurai pas de fiche anomalie, parce que tous les critères n'ont pas une évaluation non. A contrario, dans mon deuxième patient traceur, si le patient répond non aux deux questions, et que la partie observation, j'ai deux non également, j'aurai une fiche anomalie. Tous les éléments d'évaluation d'une grille ont une réponse négative. Les observations, on vous l'a dit, on les fait dans la méthode patient-traceur, mais aussi dans parcours et traceurs ciblés. Donc, dans mes traceurs ciblés ou mes parcours traceurs, je n'ai plus que deux éléments d'observation sur ce critère. Donc, si j'ai deux noms dans un service, à la fois des locaux qui ne respectent pas la dignité du patient ou des pratiques qui ne le respectent pas, ça va me générer une fiche anomalie. Voilà. Une fois que j'ai une fiche anomalie, on va regarder quel en est son contenu et puis comment je la gère pendant la visite, pendant la phase d'observation et puis l'impact potentiel sur la décision. Dans une fiche anomalie, on va retrouver à chaque fois ces éléments suivants. L'origine de la fiche, donc le critère, le service, la méthode d'évaluation, la description précise, factuelle, complète de la problématique, la description des risques pour le patient et pour les professionnels, et puis la situation et la dynamique engagée par l'établissement sur ce sujet. Je vais zoomer là-dessus. Sur l'aspect dynamique, on va s'interroger sur est-ce que l'établissement avait connaissance de cette anomalie ? Est-ce qu'il avait réalisé des évaluations qui lui avaient permis de se rendre compte qu'il n'était pas conforme ? Est-ce qu'il existe des dispositifs de maîtrise du risque en réponse au risque ? Est-ce qu'il a analysé les causes de ce dysfonctionnement? Est-ce qu'il a déterminé des actions d'amélioration qui sont intégrées dans un programme avec un pilote, des échéances? Est-ce qu'il fait un suivi de ce programme? Est-ce qu'il réalise des évaluations? Donc, extrêmement important de bien comprendre que tous ces éléments-là vont être recherchés par les experts visiteurs pendant la visite. Pendant la visite, bien évidemment, lors du bilan d'étape tous les matins, s'il y a une fiche anomalie, l'équipe le partage avec l'établissement et explique le contenu de la fiche. Et puis, chaque fiche va générer forcément un temps d'échange ou d'évaluation complémentaire pour compléter
tous les éléments et en particulier la situation sur la dynamique de l'établissement. Et puis le coordonnateur, Simone Néron vous le présentait ce matin, vérifie la pertinence et l'exhaustivité des informations au regard du contexte global de l'établissement. Pendant la phase d'observation, et c'est très important, vous avez à réception du rapport 1 mois pour formuler vos observations, comme précédemment. Du coup, vous pouvez apporter des observations sur les fiches anomalies et surtout, vous pouvez joindre des éléments preuves que vous jugez utiles pour étayer vos observations. Si vous étiez conscient du risque ou vous aviez mis en place un plan d'action et qu'il y a des actions qui ont été réalisées depuis la visite, vous pouvez joindre des éléments pour étayer vos dires. Fiche anomalie et décision. Donc, une fois qu'on a une fiche anomalie, ça n'entraîne pas systématiquement la non-certification de l'établissement. Je pense que c'est important de le rappeler. Mais pour autant, comme c'est grave et que ça peut avoir des risques importants, ça peut remettre en cause le niveau de certification ou la mention. Pour prendre une décision, la commission de certification s'appuiera sur les risques induits par l'anomalie et sur la dynamique d'amélioration autour de cette anomalie. Le contenu de cette fiche est donc déterminant pour permettre à la commission de certification de statuer sur le niveau de certification de l'établissement et prendre une décision. J'ai passé la parole à Henri sur les critères avancés. J'étais un peu longue comme d'habitude. On avait prévu. Voilà, donc il nous a paru intéressant de vous alerter sur l'importance des critères avancés. En effet, pour bénéficier de la certification haute qualité des soins, qui finalement correspond au niveau A de la certification, il faut travailler sur vos critères avancés. 40-50%, on a entendu tout à l'heure M. Didier Jaffre de nous parler qu'il y avait environ 50%, 60% des établissements qui étaient A. Donc les critères avancés correspondent au niveau A de la version 2014. Une première notion importante qui est l'éligibilité à la notion haute qualité, qui est accordée à certains établissements qui peuvent s'acquérir de deux façons. La première, c'est l'ensemble des résultats des critères standards et impératifs qu'on vient de voir atteint un niveau supérieur ou égal à 50. Ce résultat, il est difficile d'être certain avant de commencer. Soit un niveau supérieur ou égal à 50% pour les 3/4 des critères standards et impératifs. Et à ce moment-là, il faut ajouter un résultat supérieur ou égal à 50% pour 2 critères avancés. Mais une fois que vous avez atteint ce seuil, la décision, c'est comme les antibiotiques, la décision n'est pas automatique. C'est la commission de certification qui va prendre la décision d'une éventuelle haute qualité des soins. Et donc, il existe une petite incertitude dont personne n'a la maîtrise. Et donc, il faut mieux prévoir, et bien préparer ces critères avancés si vous voulez retrouver ou assurer votre niveau A. 5 critères avancés. Je vais passer rapidement. 5 critères avancés. Non, attends, laisse-moi 5 critères. 5 critères avancés, la conciliation des traitements médicamenteux, l'expertise des patients, l'amélioration du travail en équipe, l'accréditation des médecins, et puis pour la maternité, la projet de naissance. Pour la conciliation des traitements médicamenteux, c'est un petit point important, c'est intéressant, c'est l'approche de la gouvernance où l'établissement a identifié des secteurs et des situations, des profils. On reste dans la notion d'identification et cette notion d'identification vous permet d'avoir 50%, donc rentrer dans une approche positive du critère avancé. Diapo. L'expérience des patients, l'expertise des patients, l'expérience des patients, c'est des initiatives de partenariat avec des patients ou leurs représentants. Et donc, la mise en œuvre de programmes d'éducation thérapeutique, le soutien individuel ou collectif à des patients en difficulté ou la présence de patients ressources dans toutes les actions d'amélioration qu'on vient d'entendre dans les présentations précédentes, permettent d'avoir la qualité et la sécurité des soins. Une fiche pédagogique bien détaillée est à votre disposition. L'amélioration du travail en équipe. Donc là, 2 approches. Le travail spécifique d'amélioration à la synchronisation des temps d'équipe. Donc c'est vendre vos réunions d'équipe, vos staffs, tout ça, ça rentre dans cette démarche-là. Et puis le développement des démarches type Pacte, dont on a entendu parler ce matin, et on a entendu un beau projet par rapport à l'hôpital de Percy. Et Pacte Île-de-France à votre disposition.
Diapo suivante. L'accréditation des médecins dans la méthode de l'audit système, avec qui elle relève donc du management des établissements, que ce soit le management administratif ou aussi le management médical par l'intermédiaire des CME. On va dire qu'elle est aujourd'hui réservée aux établissements qui ont des spécialités à risque, plus facile dans les établissements libéraux où les démarches d'accréditation individuelles sont engagées et peuvent être dynamisées dans une accréditation en équipe. Pour finir, la mise en place d'un projet de naissance partagé avec l'équipe soignante doit être facile à mettre en place dans les maternités. Voilà quelques mots de vigilance. Alors je vais prendre la parole de Sandrine pour dire les messages clés de la Starax. Ils sont assez simples, c'est critères impératifs, critères à risque, critères avancés, niveau A assuré. Je vous remercie. Merci Henri pour ta petite note d'humour. C'est vrai que j'y attache beaucoup d'importance. Voilà, mais merci de t'y être employé. Merci beaucoup et pour votre présentation. Très importante parce que c'est une nouvelle démarche, une nouvelle façon de faire et vous êtes très aidant vis-à-vis des professionnels pour leur faire s'approprier ces points de vigilance avec efficacité. Merci beaucoup.